pour nos auditions pour la catégorie M-Santé professionnelle de santé avec une catégorie qui est parrainée par Chronic Care Connect, qui est une filiale e-santé du groupe Air Liquide, qui est représentée par son directeur marketing branche santé, monsieur Christopher Cala. À ses côtés, deux professionnels de santé, monsieur Pierre Pinzelli, qui est directeur du centre hospitalier de Castres-Mazamet, qui nous a gentiment accueillis hier pour cette première journée, et le docteur Marard, qui est au CHU de Toulouse, qui donc nous fera aussi profiter de son expertise dans le domaine du professionnel. On commence cette catégorie par le premier projet porté par la société Eurecam, qui va nous présenter DrugCam. Monsieur Tamarel, c'est à vous. Vous avez 5 minutes. Donc, bonjour à tous, je suis Luc Tamarel, président cofondateur de Eurecam. J'ai cofondé cette société avec un pharmacien hospitalier, spécialiste en oncologie. Donc, Eurecam est une société informatique spécialisée dans l'analyse d'images et dans l'intelligence artificielle. Et chez Eurecam, on s'est dit un jour, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter les erreurs médicamenteuses avec les nouvelles technologies? En fait, on est parti d'un constat. Voilà. Que dans les préparations médicamenteuses, la fabrication des préparations médicamenteuses, particulièrement en oncologie, il y a 9% d'erreurs réalisées. Vous avez la décomposition ici. Les principales erreurs sont faites sur du dosage de molécules, en fait. Voilà, c'est 69%. Mais vous avez aussi des erreurs d'identité de molécules, d'identité de solvants et d'étiquetage également. Voilà. Pourquoi cela? Oui, petite précision. Récemment aussi, l'Organisation mondiale de la santé a lancé un plan de réduction des erreurs médicamenteuses sur 5 ans. Voilà. La réduction des erreurs médicamenteuses de moitié sur 5 ans. Voilà. Alors pourquoi y a-t-il autant d'erreurs médicamenteuses? Tout simplement parce que la fabrication de préparations médicamenteuses, c'est de l'artisanat dans les établissements hospitaliers. Voilà. C'est un savoir-faire humain. Voilà. C'est difficilement automatisable. Voilà. Et également, pour contrôler ces fabrications, dans 90% des hôpitaux, vous allez avoir du double contrôle visuel, humain. Aucune méthode réellement efficace jusqu'à présent pour empêcher des erreurs de survenir. Donc du coup, nous, avec notre savoir-faire, nous avons inventé un système qui s'appelle DrugCam, qui a un certain nombre de brevets, 17. Voilà. Et en fait, on a fait un mix d'intelligence artificielle et d'analyse d'images. Voilà. Ce qui aboutit à ce produit qui va permettre, d'une part, en temps réel, d'assister et de contrôler l'opérateur pendant sa fabrication. C'est-à-dire que le logiciel lui a donné des directives et va en même temps demander à l'opérateur de présenter ce qu'il fait et lui dire si c'est bon ou pas. Voilà. Et donc, à la fin de sa fabrication, on est normalement sûr que la préparation médicamenteuse est bonne. En plus, à la fin de cette fabrication, toutes les informations qui ont de cette fabrication sont stockées et le pharmacien peut y accéder facilement via une vidéothèque pour réaliser sa libération pharmaceutique. Parce que jusqu'à présent, en fait, il checkait des papiers et faisait confiance à l'opérateur qui faisait du biocontrôle visuel sur la fabrication. Alors, donc je vais vous montrer comment cela fonctionne.
donc pour en arriver là, en fait, voilà, nous avons réussi à développer des algorithmes qui permettent de reconnaître tout type de conditionnement de molécules et également de lire les dosages dans les seringues lors des prélèvements. En fait, vous allez avoir des étapes où vous allez prélever dans une seringue avant d'injecter dans une poche, dans un diffuseur ou même en laissant en seringue, et on est en capacité de contrôler tout ça. Actuellement, enfin là, on arrive à la fin de l'année, on aura une vingtaine de clients. Aujourd'hui, mon équipe installe notamment l'Oncopole de Toulouse, juste à côté, pour sécuriser les chimios. C'est le plus gros centre de France, de ce point de vue-là. Voilà. Et nous travaillons actuellement aussi à des déclinaisons de la technologie pour d'autres domaines de la santé, notamment l'anesthésie et la pédiatrie, où il y a également pas mal d'erreurs médicamenteuses, vu que c'est aussi de l'artisanat de fabrication. Voilà. Messieurs les membres du jury, on a 4 minutes pour faire le tour des questions. Merci pour votre présentation. Moi, la première question qui me vient, c'est pourquoi dans votre présentation, vous dites que vous pouvez vous affranchir du facteur humain plutôt que d'en être un complément. Finalement, vous allez réduire le nombre d'erreurs, mais est-ce qu'il ne faut pas justement profiter de la technologie pour continuer à promouvoir le double check clinique? C'est-à-dire que quand on fait du médicament, très précis, quand on fait des dosages, des dilutions de doses, on se demande toujours si c'est pas mieux quand c'est vérifié par une deuxième personne. Et je me demande si en fait il ne faut pas le présenter comme un outil ou double check qui existe déjà et qui en fait est efficace. On peut dire ce qu'on veut, mais il est efficace. Dans la pratique, le double check vérifié par 2 personnes, c'est diminuer le risque d'erreur par 24. Donc j'aimerais avoir juste votre sentiment là-dessus. L'idée, c'est pas de remplacer l'humain, c'est de remplacer cette partie de double check parce que la techno est robuste, elle a été éprouvée, on a fait des études pour justement vérifier certaines parties de la fabrication. Alors, le but du jeu, c'est le bon produit à la bonne dose pour le bon patient. C'est ça vraiment, Drukam est focalisé là-dessus. Ensuite, l'ensemble des informations est archivé. Vous avez la vidéothèque. Donc derrière, vous pouvez faire l'information de la mise à niveau de l'équipe. Et en plus, vous avez une traçabilité totale que vous pouvez garder dans le temps, ce que vous ne pouviez pas faire en oncologie jusqu'à présent. Le double check, il avait son avantage, mais hormis après que la personne ait vérifié et noté sur un papier le fait qu'elle avait fait le check et que c'était bon, si vous avez une erreur a posteriori, vous faisiez comment? Ah, c'était juste le côté, ah bah oui, bah, moi j'ai fait mon boulot, j'ai écrit sur une feuille que c'était bon. Mais bon, je me suis peut-être trompé. Là, c'est plus possible. Je vous en prie. J'ai une petite question pour l'hôpital qui est client. Avez-vous un point mort pour l'hôpital? À quel moment l'hôpital va faire un profit par rapport à son gain de temps ou le temps en équivalent temps plein qu'il faut pour opérer ce système et amortir le dispositif et le software? Oui, alors il y a plusieurs manières pour l'amortissement en fait. Vous avez d'abord, par rapport à enfin, on ne va pas supprimer un poste, on va plutôt requalifier la personne qui faisait du double contrôle visuel. Le coût d'un poste Drukam, c'est 35 000 € annuel. Donc en un an, vous l'amortissez. En dehors de ça, vous avez également des économies de produits. Si vous avez des erreurs jusqu'à présent, bah, une poche pleine de produits d'oncologie, vous la jetiez si vous faisiez un contrôle a posteriori. Sachant que vous connaissez le coût des produits d'oncologie. Ça peut grimper extrêmement vite. Voilà. Pour avoir certains retours d'expérience, par exemple, pour un hôpital historique qui est La Rochelle, d'où vient mon associé, ils ont, avec la même équipe, pu supporter une augmentation d'activité de plus de 11%. Voyez, en équipant intégralement leur unité avec Drukam. Donc vous avez plusieurs, voilà, en termes économiques, vous avez plusieurs aspects possibles en retour sur investissement. Une dernière question, peut-être, maintenant, pour M. Pernali. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que votre produit est plutôt destiné à des usages pharmaceutiques un peu spécifiques? Vous avez parlé de l'oncologie, de la pédiatrie, et de la pédiatrie oncologique, j'imagine. Oui. Ou est-ce que vous pensez que votre produit pourra, au moins peut-être dans un futur proche, être utilisé aussi par le plus grand nombre? Je pense à toutes les préparations qui sont faites dans les EHPAD, qui sont faites aussi dans des services de soins moins pointus.
Bien évidemment que, voilà, pour l'instant, ce sont des secteurs que nous, enfin, sur lesquels on a eu des approches directes, si vous voulez. On a été appelé justement pour aller décliner notre technologie, mais on est tout à fait ouvert pour la décliner sur du plus grand nombre. On a même l'ambition d'aller sur du grand public, peut-être un jour. D'accord. Et juste en complément, donc le modèle économique aujourd'hui, on le comprend sur ces points de préparation un peu spécifiques. Comment vous pensez faire évoluer votre modèle économique? Parce que 35 000 € par poste pour de l'oncologie, effectivement, le directeur d'hôpital que je suis peut l'envisager. Sur les 500 lits d'EHPAD que je gère par ailleurs, ce sera plus compliqué. J'entends. En fait, voilà. Après, voilà, sur notre modèle économique, actuellement, là, je vous ai donné un prix public, bien évidemment, sur un poste. C'est dégressif, voilà, c'est une offre sur le nombre de postes que vous voulez prendre, bien évidemment. Derrière nous, on installe une maintenance aussi. C'est un modèle économique qui est classique d'éditeur logiciel. Voilà. Évidemment, plus vous prenez de postes, plus on va faire en sorte que ça puisse être absorbé par l'établissement. Je vous coupe, on a fait vraiment le tour. Merci. On accueille maintenant le projet suivant qui est porté par le CIC IT de Lille, qui est représenté par Jessica Chiraud. Merci. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Jessica Chiraud, je travaille au CIC IT de Lille, Centre d'investigation clinique pour les innovations technologiques. Et on va repartir dans les urgences avec Optimum, mais cette fois-ci pour une solution pour les professionnels de soins des urgences. Donc on connaît tous la problématique des urgences qui est le temps d'attente et les professionnels de soins cherchent des solutions, notamment des solutions techniques pour réussir à diminuer ces temps d'attente. Donc un jour il y a le chef de service qui est venu nous voir et qui nous a dit moi ce qui m'aiderait c'est un outil qui me permettrait de faire le tri dans mes patients comme si chacun des patients avait un petit réveil au-dessus de la tête qui se mettait à sonner quand je dois aller le voir. Donc avec mon équipe du CICIT, des informaticiens, des statisticiens et les cliniciens du service, on a essayé de relever ce challenge. Alors les ergonomes du service ont essayé de comprendre comment ça fonctionnait un service d'urgence. Donc quand vous allez aux urgences du CHRU de Lille, vous arrivez à l'accueil, vous êtes accueilli par une infirmière d'accueil et d'orientation qui vous saisit des données administratives, entre autres. Ensuite, vous allez en salle d'attente et vous attendez l'infirmière pour une consultation infirmière qui fait la prise des constantes et qui donne un numéro de triage. Vous retournez encore en salle d'attente, vous attendez le médecin pour une consultation médecin et là, soit on reboucle vers l'infirmière s'il y a besoin de soins complémentaires ou d'examens complémentaires, soit le médecin peut vous faire sortir du service. Dans chacune des 3 étapes, les données sont envoyées vers une base de données, donc Résurgence. Résurgence est le logiciel utilisé aux urgences pédiatriques du CHRU de Lille pour la gestion des patients aux urgences. Donc les données sont envoyées en quasi temps réel dans cette base de données. Nous, l'idée, c'était de venir interroger cette base de données Résurgence en temps réel, sans double saisie du personnel. Puisque, comme vous le savez, la problématique aux urgences, c'est de gérer le flux des patients et le monde. Et donc, on ne peut pas demander aux professionnels de soins de venir faire un complément de saisie dans le logiciel. Donc, cette requête automatique en temps réel nous permet de faire un tri automatique des patients qui est directement affiché sur un écran comme un tableau de bord qu'on peut voir dans les aéroports. On a également, grâce à une base de données de connaissances de 3 années de données donc rétrospectives sur les temps de passage aux urgences, calculé ce qu'on a appelé un indicateur de tension qui nous donne le retard sur la prise en charge du patient. Donc cet indicateur nous permet de venir trier les patients par ordre de priorité. L'idée du projet Optimum, c'était de pouvoir prioriser les prises en charge pour fluidifier le flux des patients et optimiser le temps d'attente aux urgences. Ce qui a été fait, c'est la construction d'un logiciel simple par notre équipe du CICIT et tous les travaux d'ergonomie qui ont été faits dans le service pour développer un logiciel assez simple qui permet de prioriser les patients en fonction de leur degré d'urgence, de caractère vu ou non vu,
et du délai d'attente qui est estimé par rapport aux motifs de consultation et aux examens complémentaires que le patient peut avoir eu. La plupart des patients ont des délais courts, avec un curseur qui est dans le vert pour l'instant. Un patient a un délai d'attente dépassé avec un curseur qui est dans le orange et un qui est largement dépassé de 4h50 alors que le délai devrait être plus court. Et donc notre objectif maintenant c'est d'aller voir ces deux patients-là pour comprendre pourquoi ils sont encore aux urgences et activer leur prise en charge et leur sortie. Donc ici vous avez l'interface dessinée de l'écran. Donc l'écran affiche en fait par corps de métier les patients à aller voir. C'est-à-dire qu'en un seul coup d'œil, je sais, moi, infirmière, que je dois aller voir Monsieur X qui se situe en tête de colonne parce qu'il est prioritaire. Pareil pour les médecins. Donc on a 4 colonnes, une colonne pour les infirmières, une colonne pour les médecins et une colonne pour les patients en attente de sortie. Comme ça, on sait exactement qui on doit aller voir et j'ai pas besoin de regarder très en détail l'interface. Optimum est un module complémentaire de résurgence. Il ne permet pas, il n'affiche pas en détail les actions qu'il y a à faire sur le patient. Il vient juste prioriser les patients. Le personnel, après, s'il a besoin de consulter le dossier médical du patient pour avoir plus d'informations, il consulte Résurgence. Ça n'a pas vocation à remplacer Résurgence. C'est un module vraiment complémentaire. Donc, le besoin du CHRU de Lille, ce n'est pas un besoin isolé. Comme on a vu ça tout à l'heure, la fréquentation des urgences est en constante augmentation. Donc nous, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on envisage de faire avec Optimum, c'est que ça devienne un outil universel qui serait généralisé à toutes les urgences pédiatriques en France, mais également qui pourrait être adapté aux urgences adultes. Et là, moi, en tant que chercheuse et ergonome, je vois tout l'intérêt de nouveaux challenges scientifiques pour aller développer d'autres algorithmes en fonction des modélisations d'organisation différentes des urgences adultes. Vous le savez bien, on n'est pas sur les mêmes types d'organisation. Et donc, du coup, voilà ce qui m'intéresse. Et pour développer, pardon, merci. Pour développer ces deux points, du coup, on travaille avec en collaboration. Enfin, on est en cours de discussion pour une collaboration avec Berger-Levrault, qui est l'éditeur de Résurgence, pour venir plugger ou intégrer Optimum dans la solution de l'éditeur. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et désolé pour ce petit souci technique. Je laisse la parole aux membres du jury. Qui veut commencer? Allez, Docteur Marard. Merci pour votre présentation et pour la pertinence de l'outil. Finalement, c'est un outil qui part d'une demande de terrain, votre chef de service, et qui règle un petit peu la question. Moi, j'ai une remarque qui concerne les paramètres que vous avez retrouvés dans votre analyse multivariée pour déterminer la tension du service, qui sont, j'imagine, différents de ce qu'on a habituellement dans les plans hôpitaux sous tension. Et je voulais avoir des précisions là-dessus, si c'est possible. Exactement. Donc en fait, c'est dans la première partie, dans la phase d'observation du comment fonctionnent les urgences. On a fait plusieurs heures d'observation et on a été identifié. Alors on a compris le processus de soins, mais également on a été identifié quelles sont les variables qui sont utiles aux professionnels de soins pour faire le tri eux-mêmes dans les patients. Donc c'est ce qui nous a permis de faire les règles de notre algorithme en récupérant certaines données qui sont déjà utilisées. Donc des données sur la biologie, des données sur le nombre de patients qui sont présents dans le service, etc. Et également après avec le calcul de l'indicateur de tension, donc ça c'est un calcul sur une base de données du coup rétrospective, où on a calculé un temps moyen de prise en charge par motif d'entrée. Et avec ce temps moyen-là, on est capable du coup d'ajuster notre priorisation. La place pour eux. Une encore question.
Bonjour madame. Bonjour. Alors l'hôpital de Castres fait 41 000 passages aux urgences et je m'occupais à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille de toutes les urgences de la paix, donc à peu près 400 000 passages par an. Le schéma que vous nous présentez est un schéma qui moi me surprend. C'est-à-dire que ce schéma-là est un parcours patient qui est un peu complexe à mon sens, avec beaucoup d'allers-retours. Donc peut-être qu'il y a aussi intérêt à travailler sur les parcours patients avant d'aller essayer de travailler autre chose. Première remarque. Deuxième remarque, qui sera plus interrogative, c'est là. Votre produit travaille avec Résurgence, qui est un des produits sur le marché, c'est pas le seul. Il est loin d'être majoritaire en France. Est-ce que votre produit est adaptable à d'autres systèmes d'infos qu'on trouve dans les urgences françaises? Et dans votre produit, parce que vous ne l'avez pas précisé, est-ce que vous travaillez sur les temps intermédiaires? C'est-à-dire sur les temps entre le moment de la prise en charge, où le patient voit l'IAO, et ensuite, dans les temps intermédiaires de prise en charge, biologie, imagerie, spécialiste, comment vous travaillez ces temps intermédiaires pour recaler la priorisation des patients? C'est très technique. Alors, il y a beaucoup de questions, mais je vais essayer. La première question, c'était par rapport à l'éditeur. Donc aujourd'hui, nous, quand on a développé Optimum, il a été pensé pour fonctionner de façon complètement autonome. Donc il est pensé assez ouvert pour pouvoir aller interroger n'importe quelle base. C'est des données assez génériques, finalement. Donc on a eu l'occasion de rencontrer Résurgence et l'éditeur, le logiciel utilisé aux urgences pédiatriques du CHRU de Lille. Donc du coup, c'était l'occasion pour nous, parce que le CICIT n'a pas vocation à déployer et à commercialiser cette solution. Donc c'était l'occasion aussi pour nous de pouvoir la généraliser partout ailleurs en France, on l'espère. Pour les questions suivantes par rapport au temps intermédiaire, ce temps intermédiaire est pris en compte dans les calculs d'indicateurs de tension. Parce que, en effet, quand on rajoute un examen complémentaire, une biologie ou une radiologie, forcément le temps évolue et il grossit, indéniablement de la prise en charge. Et donc, malheureusement, je n'ai pas pu vous montrer la vidéo, mais c'est pris en compte et c'est des patients qui sont affichés dans l'interface en bas de la liste. Et ils vont remonter quand ça va commencer à être compliqué pour eux, parce que ça fait un petit moment qu'ils attendent les résultats de la biologie. Et du coup, pour le médecin, c'est dire il faut appeler le service, parce que là, ils n'ont pas encore envoyé les résultats, et il serait temps de s'occuper de ce patient-là, par exemple. Merci. On accueille le dernier projet de cette catégorie M-Santé professionnelle. C'est la société Kinequantum, présentée par son président, Lucas Vandrip. Alors, bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui Kinequantum. Donc Kinequantum, c'est une société que j'ai créée il y a 2 ans avec 3 amis d'enfance, dont un qui est kiné, qui est juste ici. Et ce que nous faisons, c'est donc une solution innovante de rééducation en réalité virtuelle chez le kinésithérapeute. Donc concrètement, le besoin vient du fait qu'aujourd'hui, la kinésithérapie active est largement recommandée par l'HAS dans certains domaines, la Haute Autorité de Santé, mais on n'a pas aujourd'hui de matériel chez les kinésithérapeutes pour faire de la kinésithérapie active ludique. Donc nous, on profite de cette innovation technologique qui est la réalité virtuelle pour introduire des jeux ludiques et en même temps du bilan, parce que la réalité virtuelle nous permet de quantifier, chez le kinésithérapeute. Donc nous faisons 2 choses, effectivement, le bilan qui est fait grâce au capteur inclus dans la... Ah oui, pardon. Inclus dans les capteurs du HTC Vive, qui est le casque de réalité virtuelle qu'on utilise. Donc on est capable de quantifier les mouvements du patient, donc les amplitudes par exemple, les vitesses de rotation, en un clic et en 2 minutes. Ensuite, la rééducation plus efficace, parce que nous proposons des exercices de rééducation qui sont ludiques pour le patient, donc qui vont le motiver et qui vont également réduire la douleur, puisque aujourd'hui il y a des études qui ont montré que la réalité virtuelle diminuait la douleur ressentie par les patients qui faisaient des exercices de 50%. Donc Kinequantum, comment ça marche? Donc c'était une petite vidéo, mais je pense qu'on va même pas essayer. Donc l'idée, c'est qu'on met le casque de réalité virtuelle sur le patient, dans le cabinet du kinésithérapeute,
Le kiné va ensuite programmer une séance en choisissant les exercices adaptés aux pathologies du patient et en programmant les paramètres qui correspondent aux capacités et à la progression du patient. Il va ensuite lancer la séance et le patient fera ses exercices en autonomie. Il aura toutes les explications intégrées dans les exercices ainsi que les positions adéquates pour exécuter les exercices. Et le kiné récupère ensuite un suivi des résultats complet qui lui permet de savoir si le patient a bien effectué les exercices et éventuellement des indicateurs de l'état de santé du patient. Donc l'intérêt pour le kinésithérapeute, en premier, c'est le gain de temps. Aujourd'hui, les kinésithérapeutes en France travaillent plus de 10 heures par jour. Donc en plus de ça, il faut rajouter les tâches administratives qui prennent un temps considérable toutes les semaines. Donc le fait d'avoir un patient en autonomie, ça leur permet déjà de gérer des tâches administratives, voire pour certains qui prennent plusieurs patients à la fois, de prendre un autre patient. Ensuite, ça permet d'avoir des résultats qui sont formalisés, puisqu'on propose un export de bilan en PDF pour communiquer avec le corps médical sous un format qui est standardisé et compréhensible par les médecins. Du côté des patients, ça permet évidemment de motiver grâce à l'aspect ludique de la réalité virtuelle. Et enfin, de réduire la sensation de douleur, comme je le disais, de 50%. Donc aujourd'hui, nous sommes au cœur de la recherche, puisque nous proposons une solution pour les professionnels de santé. Il est donc nécessaire de la valider avec des professionnels de santé. C'est pour ça que nous sommes en train de réaliser une étude avec l'hôpital Cochin à Paris pour montrer l'efficacité de KinéQuantum sur différents aspects, douleur, efficacité dans la rééducation, sur les cervicalgies chroniques. Enfin, on travaille aussi avec le groupe Orpea, avec qui on va lancer une phase de test incessamment sous peu. Donc la kinésithérapie en France, c'est un marché qui est en croissance. Aujourd'hui, il y a environ 80 000 kinés en France. 82% des kinés exercent en cabinet libéral. C'est eux que nous allons cibler en premier, parce que c'est plus facile de convaincre une seule personne qu'une structure comme un hôpital. Il y a une augmentation de 50% des soins en kinésithérapie en 10 ans en France, sur les 10 dernières années. Et on sait déjà que 30% pratiquement de la population aura plus de 60 ans en 2020. Et c'est important quand on sait que la patientèle d'un kinésithérapeute est constituée à majorité de patients de plus de 60 ans. Donc concrètement, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on cherche à améliorer le quotidien des kinésithérapeutes en leur permettant de gagner du temps et celui des patients qui sont en rééducation en leur proposant des exercices ludiques au lieu de faire des exercices rébarbatifs et en leur proposant une solution qui permet de réduire la douleur ressentie pendant l'exercice et après l'exercice. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions. Merci pour cette présentation. On peut applaudir. Merci. Messieurs les jurys. Bonjour, merci pour la présentation. Avez-vous des idées pour le faire à domicile du patient en plus au cabinet pour pouvoir entretenir les activités? Tout à fait, on a l'idée de faire ça à domicile dans un second temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voudrait surtout pas s'aliéner les kinésithérapeutes qui sont nos premiers prescripteurs. Donc il est nécessaire déjà d'exister dans le cabinet du kinésithérapeute. Quand on existera dans suffisamment de cabinets, on proposera une solution à domicile, mais qui restera toujours pilotée par le kiné, qui choisira les exercices du patient, qu'il fera à domicile et qui aura les suivis des résultats directement sur son ordinateur à lui. Donc oui, mais dans un second temps, et toujours piloté par le kinésithérapeute. Seconde question. Docteur. Moi j'ai une question plutôt pratique, une remarque et une question. La première remarque, c'est en pratique dans le cabinet du kinésithérapeute. Ça se passe où? Ça se passe dans quel espace? Et c'est un peu trivial comme question, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de se blesser avec le casque? Comment vous avez pensé ce souci-là? Alors, pour le risque de se blesser, c'est simple. On fait des exercices sur lesquels on ne bouge pas à plus d'1 pas de chaque côté, donc gauche, droite, avant, arrière, pour que la zone reste relativement petite et pour éviter les risques de se cogner contre les objets et limiter du coup la zone de déplacement. Où c'est installé dans le cabinet du kiné, c'est vrai que ça va dépendre des cabinets en fonction de grandes villes, par exemple Paris, ou en province, ça ne va pas du tout être les mêmes formats. Mais de manière générale, nous, on prend peu de place. C'est-à-dire qu'on a juste besoin de mettre un ordinateur et d'avoir quelques mètres carrés pour que le patient puisse se déplacer debout et une chaise. Donc on s'adapte en fait aux besoins et à ce qui est disponible dans le cabinet du kinésithérapeute. Oui, on a du temps, encore 2 minutes. Oh, là, on est très en avance.
vous allez souffrir. Bonjour monsieur. Vous avez parlé de l'intérêt pour le kiné en citant que le kiné pourra prendre peut-être plus de patients en même temps. Est-ce que vous avez pensé à côté à faire des études qualitatives sur les modalités de prise en charge? Parce que plus de patients en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit très adapté non plus. Il y a une limite en tout cas. Hein, donc, quelle est l'approche qualitative sur, non pas sur la praticité pour le kiné, on a bien compris, mais pour l'incidence pour le patient. Hein. L'idée, quand on fait cette étude avec Cochin, c'est de tester notre solution qui est faite de fait en autonomie et en complément du traitement habituel du kinésithérapeute. C'est-à-dire qu'on va voir si en autonomie, le patient progresse. Et à partir de là, ce sera au kiné de gérer... de faire la part des choses, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de tout faire avec Kiné Quantum. Nous, on est en complément. On remplace les exercices de kinésithérapie active, c'est-à-dire où le patient mobilise lui-même ses muscles. Donc, à partir de là, ce sont des exercices qui seront de fait faits en autonomie, en fait. Le kiné ne peut pas vraiment faire grand-chose autre que surveiller et enseigner le mouvement. Donc, c'est sur ce créneau-là qu'on est, et on n'a pas vocation à remplacer 100% du travail du kiné, loin de là. Merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Merci pour cette présentation. On peut applaudir. Très bien. On a terminé avec la catégorie M Santé professionnelle. Merci au jury.